Odegaard again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit. Great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before he's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back to Fendi, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a goal. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they punish Chelsea. Oh, Nketiah again! He is on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli's trying to get it. He does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Odegaard again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Salut l'équipe, bienvenue dans le débrief d'Arsenal Fans FR et puis on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette quatrième journée et cette quatrième victoire d'affilée face aux Cottagers de Fulham. Avec moi pour débriefer Noé et puis Alexis qu'on a invité pour un nouveau débrief avec nous. Donc il nous fera l'honneur de nous accompagner sur ce débrief-là avec ces quelques notes, ces quelques analyses par rapport à la saison, au début de saison qu'on a fait. Et du coup, salut à tous dans le chat, je vois que tout le monde est surexcité par rapport à cette victoire, un peu sur le fil effectivement. Du coup, ouais, quatrième match, quatrième victoire, donc les 12 points. Le prochain adversaire, c'est Fulham. Non, c'est Aston Villa, je dis n'importe quoi. Mais du coup, ouais, pour revenir sur ce match-là, pour directement commencer, peut-être parler rapidement de la composition, les gars, du coup, parce qu'on avait deux absents, et donc du coup, deux nouveaux joueurs qui sont intégrés dans le 11 de départ, El Neni et Tierney. Et du coup, ça fait qu'on a un 11 un tout petit peu remanié, et peut-être surtout une grosse différence, en fait, surtout côté gauche, avec l'apport de Tierney. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans quelques minutes, et surtout peut-être revenir aussi, du coup, sur ce premier test aussi pour la charnière centrale avec Mitrovic, qui est, comme on l'avait dit sur les derniers débriefs, qui est un attaquant toujours bien relou à marquer. Et aujourd'hui, on en a fait l'expérience une nouvelle fois. Et aussi dire qu'aujourd'hui, c'était peut-être aussi un test psychologique, parce que du coup, c'est la première fois de la saison où on est mené au score, dans cette ambiance-là un peu, où justement on fait une erreur qui nous amène à un but. Et on est plutôt bien revenu. Donc ouais, non, tout d'abord, on revient peut-être sur le 11 de départ, du coup, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, l'arrivée de Mo et de Tierney dans le 11? Qu'est-ce qu'on a pu voir? Ouais, bonsoir Sambou, bonsoir Rigaud, bonsoir Aldra, bonsoir les autres, ça fait plaisir de vous voir.
Bah, je pense on se demandait si ça n'allait pas être Zinchenko qui rejouait au milieu de terrain, c'était Sambi qui joue au milieu de terrain, mais clairement, au vu de la pré-saison, ça paraissait évident que ça allait être El Neni qui allait être titularisé. Après, El Neni, de toute façon, on commence à le connaître, hein, ça fait un sacré paquet d'années qu'il est là, on connaît ses qualités, on connaît ses faiblesses, et aujourd'hui, on a un peu vu tout ça en un seul match. Les deux. Et puis après, pour Tierney, bah ouais, je vois quelqu'un qui dit qu'il a été horrible dans tout le match. Je suis pas forcément d'accord. Après, il a pas été brillant non plus, mais c'est normal. On sait que Tierney, il a toujours besoin de quelques matchs dans les jambes avant de se remettre à son plus haut niveau. Et il a pas été catastrophique non plus. Donc je sais pas, Alexis, ce que t'en penses, toi? Ouais, salut la team. Ben écoutez, pas grand-chose à ajouter sur le 11. C'est vrai que au vu des absents, moi je me doutais aussi que ça serait El Neni qui commencerait au milieu. Enfin, petite hésitation avec le Conga. Dommage de pas trop le voir démarrer, mais franchement sans surprise en même temps, hein. Voilà, en termes de stabilité défensive, on s'attendait à ce que Mo commence. Donc voilà, content de revoir Tierney quand même. Et puis moi, ça m'a pas forcément inquiété le 11. Les seules inquiétudes, c'était plus les durées des blessures de Zinchenko et d'un numéro 5. Voilà, c'était plus à la préoccupation plutôt que sur ce match en général. Voilà, 11 satisfaisant. Ouais, On satisfaisant. reviendra peut-être Ouais. peut-être revenir sur Tierney parce que moi, franchement, je suis plutôt de l'avis du chat. Alors, je sais pas qui dans le chat l'a trouvé horrible, mais je l'ai vraiment pas trouvé bon aujourd'hui. Même, il s'est embrouillé quelques fois sur son positionnement avec Gabriel. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une ou deux fois Gabriel déborder à sa place, ou alors peut-être que j'ai halluciné, mais ouais, sur le côté gauche, franchement, même l'entente qu'il y avait avec Xhaka et Martinelli, je l'ai pas trouvé super top. Déjà qu'on avait déjà un peu de mal à voir l'entente précédemment entre Martinelli et Tierney. Aujourd'hui, je l'ai pas trouvé. Après, c'est logique, il n'est pas en jambes. Le type, il est lancé dans le bain comme ça. Il revient de sa blessure. Mais effectivement, avec Zinchenko, j'ai vraiment l'impression il y a un monde d'écart. Et aujourd'hui, on l'a vu. Il y a même, du coup, voilà, Sambo qui nous dit Tierney n'est pas à 100%, il faut encore le laisser du temps. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas là pour tirer sur le joueur. Gunnar Scott qui nous dit la même chose. C'est un combattant, mais il a le souci de fragilité physique. Donc après, peut-être que voilà, effectivement, le joueur il n'est pas allé à 100% aujourd'hui, mais je ne l'ai pas trouvé resplendissant. Je ne l'ai pas trouvé serein non plus. Bah, je pense que la blessure de Zinchenko, elle a dû arriver il y a pas très longtemps parce qu'on sentait que tactiquement, en tout cas, c'était pas vraiment sûr de ce qui se passait qu'on pensait au début du match. Xhaka, il a vraiment pris le rôle de Zinchenko à fond. Et après, il a réussi à monter au fur et à mesure. Donc je sais pas, il y a eu une négociation entre les deux, entre les trois, même avec Martinelli qui déboulait beaucoup. Après, moi, Tierney, de toute façon, il est plus défensif maintenant et c'est pas plus mal. De toute façon, tant qu'on n'a pas Calvert-Lewin, qui pensait Loïc, de toute façon, ça sert à rien de le voir faire ses centres. Je préfère que ce soit Martinelli qui fasse ça, parce qu'au moins il peut repiquer un peu. Ouais. Non, Mais après, oui, c'est deux profils différents, on sait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été un match pour Zinchenko. Je pense que contre Manchester United, par exemple, ça aurait été plus Tierney qui aurait été titulaire pour désamorcer la menace Sancho. Donc après, voilà, c'est des profils différents. Tierney, il va reprendre dans le bain. Moi, je suis pas inquiet. Enfin, si on avait perdu ce match, peut-être que j'aurais été un peu plus alerte. Mais là, pour le coup, à la fin d'une victoire, je vais pas non plus commencer à dire qu'un joueur qui revient de blessure Oui, non, fin d'un match, quoi. Non. Après, je sais pas, Alexis, tu as peut-être quelque chose à rajouter sur Tierney ou pas spécifiquement? Non, moi, assez d'accord avec le chat. Au final, j'ai trouvé un petit peu quand même à la ramasse. Enfin, à la ramasse, c'est dur, hein, mais on sort de 3 matchs avec Zinchenko qui nous a montré toute sa qualité technique, qui est bien plus à l'aise que la plupart des milieux de terrain de Première Ligue. Donc, ouais, un joueur qui apportait un surnombre au milieu de terrain. Et là, Tierney, on a vu que tout le match, il a collé la ligne. Donc voilà, rien que ça, on voit que l'animation offensive, elle a quand même été assez perturbée, même si au final, on s'est créé pas mal de dangers sur ce côté. Mais je pense que c'était plus notamment grâce à Xhaka. On en reparlera peut-être après. Mais donc voilà, même défensivement, Tierney, quelques ballons aériens, on le connaît, il n'est pas forcément à l'aise là-dessus. Il se la donne beaucoup, mais au niveau du timing en l'air, il est souvent un petit peu maladroit. Ça aurait pu nous coûter un petit but, mais bon, Ouais, globalement. je vois le moment que tu parles, là où il le regarde vraiment dans son dos, le défenseur, il se fait quand même manger au duel. Et là, je me suis dit, ouais, il y a aussi ça, c'est Tierney qui est problématique, quoi. Non, et puis Goat, il le dit, hein, de toute façon, en tous les cas, Tierney maintenant, c'est la doublure, donc... Moi, je suis pas certain qu'il fallait parler en opposition comme ça. Pour moi, c'est une solution de rotation et ça dépend des profils de match et un peu de ce qu'on attend à faire. En l'occurrence, là, leur aile droite, on sait très bien qu'elle n'est pas très dangereuse. Donc, il n'y avait pas vraiment un grand intérêt à avoir un défenseur comme Tierney là. Et offensivement ou même en possession, on a bien senti que ces lacunes nous ont un peu coûté. Mais bon,
Ouais, Après, les passes vers l'avant, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense bah que ouais. sur son match, au niveau des stats, ça va être un peu compliqué parce qu'il a vraiment beaucoup rejoué vers l'arrière, comme Elneny au final, qui recycle aussi beaucoup les ballons. Mais comme tu l'as dit, c'est le profil d'Elneny qui veut que ce soit comme ça. Donc, Et il y a Yves qui nous dit qu'on le condamne trop tôt. Non, mais c'est juste que voilà, on a bien senti par exemple qu'il courait comme un joueur qui avait peur de se blesser. Et une fois qu'il aura repris ses jambes, repris ses marques, on verra un autre joueur. Il faut pas oublier non plus la qualité du joueur et à quel point il a pu être bon quand il arrivait à rester fit, quoi. ouais, non, c'est sûr. Mais pour Et revenir sur son le début rythme. du match, je sais pas, je pense que c'était un début du match qui était vraiment très positif. Il y avait un peu ce côté, on jouait avec notre nourriture pendant 30 minutes. Une possession qui était parfois sans ambition et parfois en accéléré. On mettait un coup de rein, on mettait une passe vers l'avant qui était assez intéressante. Beaucoup d'agressivité de notre côté, ce qui était positif, mais c'est vrai qu'à partir de la 35e minute, je sais pas vous, mais moi j'ai eu quelques petits doutes qui ont commencé à percer en me disant Bah, il y a eu ouh, un faux rythme, hein. ouais, c'est ça en fait, où en Il y a fait eu un faux on faisait rythme. du beau football, on sentait que le stade était derrière les joueurs, mais un seul tir cadré, 5 tirs seulement, Ouais. c'est quand même pas. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu des inquiétudes, je sais pas si vous les avez eues vous, ou si c'est juste moi mon côté très Ah non, c'est pessimiste sûr. qui a repris le dessus très Je sais rapidement. pas, je sais pas, Alexis, peut-être que tu veux en parler, mais moi j'ai trouvé qu'effectivement il y avait un faux rythme sur la première période. En fait, on était en contrôle, ça se voyait que même Fulham en fait essayait comment dire, en fait il tenait sur le fil. Typiquement en fait chaque fois chaque action passait un peu sur le fil et il défendait toujours sur le fil. Il y a deux trois tacles qui sont passés de justesse côté de Fulham, sinon ça partait directement au but. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un faux rythme qui s'est installé au fur et à mesure. Et justement, c'est un peu le genre, le type de match piège où justement tu viens prendre un but et tu étais sur un faux rythme et ensuite tu n'arrives pas à te remettre dans le match. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on n'était pas loin au final. Ouais, puis Asgard TV qui le dit, le pressing était intéressant, je trouve qu'il était même plus que intéressant, il Mm. était vraiment, je ne nous ai jamais vu aussi bien pressé, autant Sur asphyxier une Remy, équipe. ouais. Vraiment, Ouais, on clairement. avait 85% de possession de balles, pardon, côté angliciste, avec vraiment des récupérations super hautes. Bah, Elneny notamment qui a fait un gros travail de récupération à côté de Xhaka. Moi j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire de voir ça et je me suis dit si on peut maintenir ça sur 90 minutes, mais on va être injouable, on va juste gagner la Coupe du Monde, quoi. Et plus que ça, moi je me suis dit, quand je nous voyais combiner un peu vers l'avant avec Odegaard, on va en parler en tant que passe-plat presque, on a vraiment des joueurs qui se font confiance techniquement les uns les autres. On a vraiment des joueurs qui se disent, en fait, je vais faire une passe compliquée, en première intention, il n'y a pas de souci, parce que je sais que le joueur en face, il est capable de la réceptionner, se mettre dans la position et de me la rendre. Et ça, vraiment, ça fait plaisir de voir cette confiance entre nos quatre feux follets en attaque, là, et de voir comment ils ont réussi à vraiment marquer le match comme ça, même sans conclure de but, quand même se dire, waouh, c'était du beau foot, c'était quand même quelque chose de sympa à voir, c'est du spectacle, et ça, c'est quand même sympa aussi. Oui, complètement. Complètement. Là, on a l'impression qu'il y a vraiment un 4, un quatuor de devant qui s'est installé. Euh, Autant l'année dernière, on se demandait Smith Rowe, Martinelli. Là, j'ai l'impression que voilà, le 4 est installé et ils combinent de plus en plus ensemble. Ils régalent. Gabriel Jesus, bon, voilà, c'est le meilleur neuf de première ligue sans aucune hésitation. Non, mais il est génial. Le contre-pressing qu'il amène, son jeu de haut but, la prise de profondeur, Ouais. ses décrochages sur le côté. Il a beaucoup décroché à gauche avec Martinelli. C'est extra et ça combine super bien. Et quand vous parlez de la confiance qu'ont chaque membre de l'équipe, on l'a vu notamment avec Saka Odegaard, je trouve qu'ils ont plus combiné que sur les 3 derniers matchs en fait, où on se disait mince, il y a eu Ouais. une petite perte de connexion sur ce demi-espace là droit. Et là, je trouve qu'ils ont davantage combiné. Ça n'a pas trop fonctionné. Saka, il s'est fait un petit peu manger par Robinson. Enfin, en tout cas, dans la prise de profondeur, voilà, il n'a pas gagné énormément de duels, mais bien encourageant quand même pour la suite. Voilà, l'animation offensive est juste extra, quoi. Et surtout, je trouve qu'on se crée énormément d'occasions. Alors, c'était pas vraiment des occasions franches, comme tu as dit, Noé, il y a eu qu'un seul tir cadré, celui de Saka. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de situations dangereuses. Ouais. Notamment Martinelli ou Ressus, ça se jouait à un pied du défenseur où ça finissait au fond. Même Xhaka qui se retrouve sur son pied droit, c'est vraiment dommage parce que sinon, pareil, au bout de 10 minutes, ça va au fond. On se crée beaucoup d'occasions dangereuses et on le fait très rapidement. J'ai l'impression que dès qu'on a envie d'aller vers l'avant, dès qu'on a bien géré le temps un peu mort et qu'on a envie de se jeter vers l'avant, on le fait de façon très rapide et vraiment Ouais, moi je dirais efficace. que ça aurait été même mon introduction sur ça, c'est de se dire que même dans un match où il n'y en avait vraiment pas eu beaucoup de réussite, où il y avait toujours une jambe adverse, un corps pour bloquer le tir, ou juste une passe qui manquait de vraiment quelques millimètres de passer,
on a quand même réussi à gagner le match, on a quand même réussi à se créer des occasions. Donc qu'est-ce que ça va être les jours où ces moments-là de peu de réussite, de malchance, ils vont être dans notre faveur? Je pense qu'on va dérouler. Je pense que les 9-0 de Liverpool contre Bournemouth, on les double, on les quadruple facilement dans le cours de la saison, très clairement. Moi, je voulais quand même un peu contraster parce que le match de Saka, il y a quand même pas mal de non-réussites dans ces duels. Il y a pas mal de fois, effectivement, comme tu as dit, Alexis, en avant live, il s'est quand même fait bouffer par son latéral. Il n'a pas réussi à provoquer comme on l'attendait, même si parfois il y a eu quelques moments de réussite avec Odegaard, quelques connexions, en fait, même dans la surface. Je repense à un 1-2 qui, justement, comme vous l'avez dit, se joue à pas grand-chose. Et je suis plutôt d'accord aussi avec ceux dans le chat. Alors, je sais plus qui en parle, mais c'est Martinelli, il y a Yves et puis peut-être Sambou qui en parle effectivement. Je le trouve, en fait, j'ai trouvé son match en courant alternatif en fait, parce qu'il y a eu du bon. Il y a aussi le moins bon où justement en fait, il retombe dans ses torts et c'est toujours le même souci en fait quand on en parle de lui, c'est parfois la tête dans le guidon. J'ai trouvé parfois des moments dans le match, il a vraiment la tête dans le guidon. Donc la connexion avec Jesus allié. Son talent, on peut pas le nier, mais effectivement, il y a ce moment où aussi, il a la tête dans le guidon et il veut à tout prix être décisif, il veut à tout prix foncer et ça va porter, en fait, ça va un jour ou l'autre, ça va lui porter préjudice parce que typiquement aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien, mais j'ai pas trouvé son match resplendissant. J'étais pas super convaincu, même au niveau des offensifs aujourd'hui, à part Ressus, qui même malgré le fait de pas marquer, je le trouve toujours très bon comme vous l'avez dit, dans son investissement. Odegaard, c'était incroyable, hein. Il augmente son niveau de jeu de match en match, et puis c'est son 3e but en 3 matchs. Mais pour le coup, Saka et Martinelli, j'ai pas forcément kiffé. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, même ce qu'en pense le chat, mais un concurrent, ça aiderait vite. On parle de Vieira aussi, et puis de Smith Rowe. Effectivement, toi t'en parlais Noé. Est-ce que leurs entrées n'auraient pas fait un peu de bien? Saka, à partir de la 70e minute, tu sentais qu'il avait plus les jambes, il avait plus la lucidité. Donc moi, j'aurais bien vu Smith Rowe rentrer. Après, voilà, Saka, c'est notre meilleur attaquant défensif aussi. Et ça je pense que ça joue. Et je pense que Vieira, le balancer dans un match d'une telle intensité, avec autant sur la ligne, je pense pas que ça aurait été... Enfin, c'est pas le style Arteta, en tout cas. Après, moi, je sais pas, par rapport à Martinelli Saka, je sais pas, c'est peut-être un tort de ma part, mais j'en veux jamais à des offensifs, des ailiers offensifs, de percuter, de tenter, de jouer comme des morts de faim égoïstes. Alors oui, dans ce genre de match, ça marche pas et forcément, du coup, t'as un goût amer sur la bouche. Mais tu te dis que je préfère ça plutôt qu'un Willian qui passe en retrait et qui tente pas, qui a pas confiance en lui. Ouais. Moi, j'en voudrais jamais un ailier offensif qui fait un dribble et qui rate. Il y a une demi-mesure. Non, mais je comprends. Je pense qu'il y a une demi-mesure parce que il y a quand même pas mal de ratés. Je pense Saka, je sais pas au niveau statistique, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de duels qu'il a pas réussi à remporter où il a buté sur son défenseur. Ça, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il a réussi à bien éliminer son défenseur. C'est juste qu'après, il se retrouve en situation pas forcément favorable et qu'il prenait beaucoup trop de temps à lâcher sa balle, par contre. Mais par contre, au niveau des duels des dribbles, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon aujourd'hui, personnellement. Après, bon, c'est moi et Saka, donc peut-être que ma parole est à prendre avec une pointe et de... Non, mais à revoir aussi, peut-être que j'ai mal vu le truc, mais effectivement, je pense que son match aujourd'hui n'est pas le meilleur qu'on ait vu. Donc, et je pense que c'est pour une raison aussi que le club cherche un ailier avant un milieu de terrain, en se disant que voilà, au milieu de terrain, il y a la rotation qui peut se faire. Mais un ailier, en même temps, s'il joue avec autant de débauche d'énergie, à un moment donné, ça va coincer, et surtout, c'est des jeunes, quoi. Donc Pedro Neto, on en parlera peut-être en fin de live Igot, mais ce serait peut-être pas le joueur idéal, mais en tout cas, il ferait bien plaisir dans la rotation, quoi. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, personne ne remet en question le fait que Martinelli, Saka sont ou non des titulaires. Enfin, voilà, il n'y a pas de question. Le Saka, c'est des titulaires, ça bouge pas. Mais un petit peu de concurrence, et notamment un mec un petit peu en forme, ça ferait pas de mal. Et sur ce genre de match où voilà, là, il est un peu moins dedans, voilà. On peut faire rentrer quelqu'un qui va apporter quelque chose de différent. Moi, je ne voyais pas forcément Smith rentrer dans ce match. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le voyais pas rentrer dedans. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop tendre encore en ce moment. Ouais. En tout cas, que j'ai l'impression que mentalement, il a du mal. Même Arteta, il a sorti une petite dinguerie en conférence de presse en disant que voilà, il fallait qu'il gagne sa place. Il fallait qu'il regagne sa place. Qui regagne le droit de jouer. Et donc ça veut tout dire, c'est que je pense que là, on n'est pas prêt de le revoir titulaire déjà, et donc faut faire gaffe. Mais bref, rien d'autre à dire sur Saka, Martinelli en particulier. Et moi non plus, je leur en voudrais jamais de tenter ce qu'ils tentent. Notamment Martinelli, c'est vraiment un dragster et c'est un joyau ce mec. Mais après, voilà, on retrouve toujours le côté poulet sans tête, notamment à la 80e, je crois, où il élimine son défenseur, il se retrouve
collé à la ligne et il essaye de la mettre premier poteau plutôt que faire la passe en retrait. Voilà. Si on gagne pas ce match, je pense que j'aurais pu changer d'avis, mais bon, voilà, là on va pas lui en vouloir. Il y a Samuel Swagger qui dit, qui nous critique à demi-temps en disant qu'on devrait profiter de la victoire. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve ça drôle parce qu'on est en train de débriefer une victoire. Mais en fait, demain pour Fulham, on a ce stade-là où c'est même pas suffisant pour nous. On voudrait les gagner 4-0 et tout. Et c'est dingue comment les attentes, elles ont changé en l'espace de quelques mois seulement. Mais vous avez raison, on devrait parler de la victoire, on devrait parler de ce qui s'est passé de bien. Et donc je propose de parler directement de Odegaard. Parce que Odegaard, je suis en train de revoir mes notes du match là, de tous les moments qu'on a fait. À chaque fois, je vois passe de Odegaard, tir de Odegaard, combinaison de Odegaard, dribble de Odegaard. Ouais, il a été juste omniprésent, omniscient même. Je veux dire, il y a certains de ces angles de passe ou des lignes, même à la télé, tu les vois pas. Et vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Tu te dis, le mec, il arrive à faire ça avec la bonne perfection, dans la technique, le bon rythme, le bon tempo. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, ce joueur, quoi. Ouais, Odegaard Prime, exactement. Moi, je repense à la transversale. Hein. Je repense à la transversale qu'il a fait pour Gabriel Jesus, qui lui a remis à Xhaka. Franchement, elle est incroyable. Déjà, juste l'angle. Mais effectivement, et puis même au niveau, en fait, on lui a reproché aussi au niveau des buts de pas trop tirer. Et c'est lui l'élément déclencheur de la révolte, entre guillemets, qui nous remet un peu sur le rail avec cette frappe qui est, je crois, un peu contrée de base. Mais qui elle rentrée sinon. Donc non, il a pris ses responsabilités et puis même il a invectivé l'équipe sur le 1-1, donc ça fait plaisir d'avoir ce joueur-là. On le disait, hein, cette année-là, en fait, cette saison-là, on attend vraiment à ce qu'il confirme sur le plan statistique et sur le plan aussi de son profil de capitaine. Et jusqu'ici, c'est plutôt cool de le voir investir. Même à la 51e minute, donc après la reprise de la seconde mi-temps, et à un moment, il y a un contre dangereux, et c'est lui qui vient défendre dans la surface, avec Tierney aussi. Oui. Ça, c'est vraiment le moment où tu te dis, mais ouais, le mec, il est vraiment à fond dans le projet, c'est lui qui nous porte, c'est le capitaine technique, mais aussi mental à ce niveau-là. Bon, on sait que Xhaka, c'est le capitaine dans le vestiaire, mais là, sur le terrain, c'est clair et net que c'est Odegaard, c'est lui qui fait tous les éléments. Même si Xhaka, on va y revenir dans les tops, bien évidemment, après. Et bon, peut-être repartir vite fait sur le but, en quelques mots. Je vous avoue que le moment là, c'est le moment un peu désespoir de se dire on creuse notre propre tombe, on est en train de faire l'erreur alors qu'on dominait le match de A à Z. Bon, il y a eu la rédemption qui est arrivée à la fin du match, donc on va pas trop s'appesantir sur Gabriel, mais c'est vrai que ce genre d'erreur, il va peut-être falloir les arrêter assez rapidement, quoi. Ah, mais je pense qu'il va y avoir débat parce que effectivement, quand le but a été concédé, j'ai vu une vague de débats par rapport à sa place dans la charnière centrale. Et puis même au début de la saison, on en parlait quand même, on en discutait, on se disait, il y a quelques saisons, on avait ce débat sur le trio offensif avec le PP, Aubameyang, Lacazette. Maintenant, ça va être sur la charnière centrale. Et on sait que Gabriel, il a assez trous d'air parfois où justement il relâche son intention. Je ne sais pas ce qui se passe en fait sur le but. Je sais pas s'il voit Mitrovic et il se dit j'ai le temps, le type va pas vouloir me charger, ou alors s'il le voit juste tout simplement pas, parce qu'il est dans cette vision tunnel un peu en mode j'ai le temps, je vais chercher à faire une longue passe vers l'avant. Mais ça coûte cher, tu vois, de faire de donner un but comme ça, c'est ennuyant, tu vois. À mon avis, c'est son contrôle qu'il maîtrise pas en fait. La balle, il pensait la dégager vers l'aile et donc se mettre en position pour envoyer vers Tierney ou vers Xhaka. Et je crois qu'elle revient plus axiale que ce qu'il attend et du coup, il est un peu perturbé, il panique un peu et il se prend la balle. Ouais. On trouve à la toucher pied droit du coup. Il se la réoriente dans l'axe alors qu'il doit se la décaler sur son bon pied. Et après, voilà. Il a essayé de faire sa spéciale protection de balle pour le défenseur et après il tombe. Et bon, Mitrovic était très bon. Après, franchement, le ballon... C'est clair. Ouais. Et il y a Asgard qui dit c'est de Rock, il est très fort, c'est une erreur excusable, effectivement. Et d'ailleurs, elle est excusée dans le match même, vu que c'est lui qui nous apporte les 3 points. Donc il n'y a aucun souci pour lui, on lui fait confiance. Et moi, personnellement, je continue à penser que c'est le meilleur défenseur qu'on a. Bon, peut-être avec Saliba maintenant. Mais Saliba, il a tout, donc c'est presque injuste de le mettre dans la conversation. C'est comme parler de Messi en attaque, c'est pas possible. Mais ouais, en tout cas, moi, j'ai aucun souci avec Gabriel. Et je pense que c'est un très bon défenseur qui a forcément quelques lacunes techniques, mais en même temps, voilà, on ne peut pas tous être Saliba non plus, quoi. Mais ce qui est intéressant, il y aura des intéressant sur la saison, il y aura des directement la question, c'est est-ce qu'on est capable d'affronter l'adversité? C'est un scénario de match qu'on n'avait pas connu cette saison encore. D'habitude, on tuait les matchs dans les 25 premières minutes. Et là, on se retrouve face à la question qui est sur Arteta depuis ses débuts, c'est-à-dire quand on perd, généralement, on perd jusqu'au bout. On n'arrive pas à renverser la vapeur. Et là, depuis Leicester, avec chaque fois qu'il marquait, on marquait un retour. Et là, ce qu'on a vu aujourd'hui,
je pense qu'il y a un cap qui est passé dans l'équipe, il y a un cap mental. Je crois que c'était Ramsdale qui en parlait après, je sais pas si c'est dans All or Nothing ou dans une interview à part, qui disait que les défaites en fin de saison l'année dernière, en fait, ça les avait vraiment fait grandir énormément mentalement. Et qui vraiment, de là, ils se sont dit qu'on peut faire mieux et on doit faire mieux. Et là, clairement, dans ce genre de match, dans ce genre de réaction, où quoi, il marque combien de temps 8 minutes après Odegaard, c'est quand même un moment où tu dis, ouais, il y a une force mentale, il y a une résilience, et ça fait plaisir, parce que c'est ce qui manquait vraiment à cette équipe. Parce que le potentiel technique, il est là, le potentiel tactique, il est là. Ce qui manquait, c'était le mental, et là, le mental, il paraît qu'il est à jour. Non, c'est ça, c'est du caractère. Hein. Et puis, typiquement, vraiment, il fallait pas sombrer mentalement parce que la plupart des tirs qu'on fait, en fait, c'est des tirs sur Leno. Leno fait pas un très gros match au final parce que déjà, la bourde, enfin, il y a cette espèce de cafouillage sur le second but. Mais la plupart des tirs en fait qu'on fait quand même, c'est sur lui. Tu vois, typiquement le premier but, enfin le premier tir qu'on a, la première vraie occasion qu'on a en première mi-temps, je crois que c'est Saka qui arrive sur un face-à-face. Et puis juste Leno met à le bras où il faut exactement parce que sinon typiquement ça fait but quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tirs qui sont arrivés sur lui et puis effectivement on n'a pas lâché mentalement. L'entrée de Nketiah était plutôt bonne, j'ai trouvé Nketiah plutôt bon et puis sa connexion avec Odegaard était plutôt bonne aussi. Après il a croqué aussi, il a tiré pas mal de fois sur Leno etc. Il y a un tir sur le poteau il me semble si je dis pas de bêtises peut-être à la fin. Mais ouais, tu l'as souligné, effectivement, c'est la force de caractère là, de revenir de 2 buts, enfin d'un but d'écart et de s'imposer par 2 buts, c'était important et on avait besoin de ça aussi aujourd'hui. Donc keep going hein, sur Aston Villa. Nketiah, moi juste une chose à dire, c'est qu'avant il était bon à une seule chose, c'était de marquer. Maintenant il est devenu bon à plein de choses, mais il est devenu nul à marquer. C'est vraiment un gros dilemme cet homme, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'il va être repositionné défenseur central d'ici la fin de l'année, moi j'en ai aucune idée, mais vraiment c'est inconcevable parce que sur la passe d'Odegaard là, à quel moment tu contrôles et tu tentes de la remettre vers Jesus au lieu de tirer quoi. C'est vraiment. Par contre après il a fait, ses gestes techniques par exemple, le moment où il récupère, il fait son crochet où il élimine l'adversaire et après il tente l'enrouler là. Je me suis dit ok Nicolas Pepe en fait il est de nouveau dans l'équipe quoi, c'est pas possible quoi, lui il est trop fort quoi. Et elle passe vraiment pas loin. Ah ouais en plus, et là ça aurait été vraiment un but magnifique. Elle passe pas loin en plus. Et puis même, il fait un grand pont à un moment pour éliminer l'adversaire. Une Pepe contre Wolves sur le but d'Nketiah justement, et même genre de mouvement. Pareil. Mais ouais, ça fait plaisir. Et bah du coup, pour finir sur le match, on passe sur le top flop, le but de Gabriel, encore sur un corner, hein, merci Nicolas Jauvert, hein, ça fait plaisir. Premier poteau, célébration Henry après avoir marché sur Leno, on aime bien ça. Et la passion tout simplement de tout le monde avec Zinki qui est arrivé pour célébrer avec tout le monde, avec je sais pas si vous avez vu la stewardess qui a essayé de le virer en pensant que c'était un mec du public qui était venu. Et bon, après il y a la VAR forcément, hein, la FA il faut pas qu'il soit complètement immaculé contre nous, hein, toujours, hein, on se souvient bien du but de Brentford dans le premier match de la saison dernière là, où Leno pareil, il y a une grosse faute sur lui mais le but est annulé, mais là la FA est de notre côté heureusement, donc ça fait plaisir. Et ouais, Saliba vraiment... je pense pas avoir vu de joueurs qui s'est aussi facilement inséré dans un effectif, acclimaté, et que vraiment les fans l'adorent, hein, sans vouloir faire doudou. Franchement, il est incroyable ce joueur. Ouais, physiquement aujourd'hui, même les duels qu'il a eu avec Mitrovic, etc., déjà qui était un gros client, même si c'est pas l'attaquant en droit de classe, etc., c'est toujours l'attaquant qui est un peu relou, et puis même physiquement, en fait, il s'est créé 2-3 occasions, je pense notamment à la tête qu'il a eu où il a dégagé, je crois que c'est Gabriel Jesus qui a son marquage, il le dégage et lui il monte dessus, il envoie une tête quasiment au premier poteau, c'est là où Ramsdale fait sa première vraie grosse parade du match. Ouais, c'était un client et de ne pas se faire avoir par le vice, etc., que ce joueur peut avoir, c'était aussi important. Donc Saliba, vraiment, l'enchaînement, on va espérer qu'il continue comme ça. C'est clairement le meilleur, pour moi, c'est le meilleur décès là pour l'instant sur la saison. On ne peut pas compter White comme un décès parce qu'il évolue à ce poste de latéral, mais tu l'as aussi souligné, Noé, White qui a fait un gros match et sur ce côté droit, il continue. À voir si Tomiyasu va reprendre sa place un jour ou l'autre. Ouais. Je pense que ça résume bien le match en général, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Un peu morose malheureusement malgré la victoire, mais vraiment ça fait quand même plaisir de se dire qu'on est encore premier du championnat et avec 2 points d'avance. Plusieurs points sur Chelsea, plusieurs points sur Manchester United. Donc là le top 4, on est dans la course dès le début. C'est vraiment un monde de différence par rapport à la saison dernière et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, on peut partir sur les top flops, donc n'hésitez pas le chat si vous avez des top flops, je vois que ça parle beaucoup déjà des flops, de Tierney, etc. Dites-nous aussi vos tops, à part Odegaard évidemment, parce qu'Odegaard c'est le top de chez Top, c'est évident. Mais du coup toi Alexis, ça dit quoi tes top flops? Mais déjà,
pour conclure sur ce que tu as dit juste avant, en plus d'avoir quelques points d'avance sur nos concurrents, je trouve, en toute objectivité bien sûr, qu'on est vraiment l'équipe qui propose le meilleur football. J'ai regardé cet après-midi Chelsea et Manchester United. Franchement, il y a un monde d'écart dans la construction de l'effectif, dans les phases de jeu offensives, défensives, dans ce que l'équipe propose, hein, tout simplement. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment le gros point positif. C'est-à-dire que, en fait, même Chelsea, qui va peut-être finir troisième, hein, bah, en fait, je les vois pas garder ce rythme parce que ils ont encore galéré contre un Leicester Ah ouais, de fou. qui ne propose rien. Et en fait, il y a une animation offensive qui se résume à Reece James qui centre ou Cucurella qui centre. Et donc, voilà, et je grossis un petit peu le trait, mais globalement, je trouve que c'est ça. Et donc, en fait, je nous trouve vraiment très avancés par rapport aux autres. Et ça fait plaisir. Si seulement ils avaient un grand attaquant de type Lukaku pour récupérer ses centres, ça serait quand même bien, quoi. Non, on espère qu'un certain attaquant gabonais rejoigne les Blues pour pouvoir le vestiaire de l'intérieur. Ça fait plaisir. Hein. Il peut créer un peu la discorde à l'intérieur. Mais moi, je te l'ai dit, je suis pas inquiet par rapport à Chelsea. Je sais que cette saison-là, c'est pas la bonne côté de Blues. Même à Verts, etc. Ça nous le vendait comme un vrai, la vraie révélation, la vraie saison, etc. côté Blues. Et là, pour l'instant, ce qu'ils proposent, c'est. Enfin, je sais pas si vous regardez les matchs de Chelsea. J'essaie un peu de regarder tout, mais ouais, Havertz, c'est pas ouf. Bah, c'est un grand joueur, mais peut-être pas adapté à la Premier League, quoi. Je sais pas, je me souviens d'avoir vu une vidéo analyse de Havertz qui montrait bien qu'en fait, c'est dans l'intensité physique qu'il galérait. Qu'il aurait été excellent pendant les 30 premières minutes et qu'après, il n'arrivait pas en seconde période et que c'est pour ça qu'il tournait pas vraiment à plein régime, quoi. Mais ouais, moi j'adore ce joueur, je trouve que c'est un bon. Mais en même temps, je pense qu'il est même pas bien utilisé, mais bref, on s'en fout, on n'est pas chez Chelsea Fan FR. Je vois que dans les tops, de toute façon, c'est à peu près toujours les mêmes. Hein. C'est Saliba, Xhaka, Eddie, White, Odegaard et Ramsdale. Et franchement, je suis d'accord avec cette liste. Hein. Pour moi, c'est les gros joueurs, c'est ceux qui nous ont portés, c'était notre moelle épinière. Alexis, du coup, si tu as des trucs à dire sur eux en particulier. Ouais, allez, let's go. Déjà, bon, bah forcément, Odegaard, hein, obligatoire, masterclass de A à Z. Il a orienté le jeu comme personne, jeu long, jeu court. Il marque le but à l'arraché. Il a tenté des frappes. Et c'est ce que j'aime parce que je trouve qu'il a une qualité, une vraie bonne qualité de frappe. Et je trouve qu'il cadre beaucoup de frappes là où je trouve que d'autres ont beaucoup de déchets. Que ce soit Saka, enfin si Saka cadre pas mal, mais Martinelli, on le voit envoyer pas mal de parpaings. Odegaard cadre souvent ses frappes et je trouve que c'est un danger vraiment énorme et il en profite pas assez, donc tant mieux. Ensuite, en notre top, Saliba. Franchement, je suis d'accord avec Loïc qui disait que c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Moi, je trouve que il est juste exceptionnel dans la relance, dans l'anticipation. Il est tellement serein. Arteta le répète à chaque match, il dit qu'il dégage une sérénité qui est hors norme, mais on peut qu'acquiescer. Il y a eu une petite phase de jeu où je crois qu'il subit le pressing de Mitrovic, il me semble, ou d'un autre, et il élimine en passant la balle derrière sa jambe. Et enfin, je sais pas si vous voyez cette action, et au final, il se retrouve tout seul à monter la balle. Et ça paraît tellement. Même à la distribution, hein. Même à la distribution, il vient toucher les milieux facilement, etc. Franchement. Il y a une longue transversale vers Saka à un moment aussi, mais de 40 mètres, extraordinaire. Et quand on perdait le match, j'ai trouvé que à partir du moment où on perdait 1-0, il a commencé à prendre beaucoup d'initiatives, notamment sur le long. Il a beaucoup distribué, que ce soit sur Saka ou Martinelli, et il a été juste hyper précis. Et donc vraiment top. Et j'hésitais sur le dernier top entre mettre White et Gabriel, et je vais le donner franchement à Gabriel parce que j'avais envie de le mettre en flop sur le moment. À chaud, j'ai failli le mettre en flop. Et en fait, déjà de base, je trouve qu'il s'est vraiment énormément amélioré dans la relance. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Donc voilà, et le fait qu'il aille arracher ce but sur corner, encore une fois, à la toute fin, je trouve que ça mérite. Et vraiment, je le trouve bon, et je trouve qu'on a souvent tendance à lui tomber dessus, simplement parce qu'à côté, on a White et Saliba qui sont des défenseurs Rolls-Royce. Et lui, je trouve que c'est peut-être un bon gros 4-4, mais je trouve qu'il est juste excellent, en fait.
et on peut lui faire confiance. En fait, moi, ce mec-là, j'ai envie de lui faire confiance à 2000%. Et en plus, je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. Ah ouais, mais du cœur, hein, c'est sûr. Vraiment. Il joue avec le cœur. Hein. Et c'est notre danger principal, je trouve, sur corner. Là où Saliba et White ne touchent jamais un seul ballon, lui, on sait qu'il va finir la saison à 3-4 buts parce qu'il remarque sur corner. Donc, vraiment, chapeau Gabriel. Quoi. Bah, vas-y Loïc. Ouais, bah, j'ai pas forcément rajouté plus de choses que ce qu'Alexis a pu dire, mais effectivement, je sais pas si t'as parlé de Xhaka, mais Xhaka, j'ai beaucoup aimé aussi sur ce match-là. Yes, franchement. Ah ouais. Non, mais pour le dépassement de fonction côté gauche, il a débordé 2-3 fois côté gauche. C'était assez drôle de voir Xhaka en tant que latéral gauche. Ça rappelle des bons vieux souvenirs. Mais non, moi, il est dans, comme on l'a dit, il est dans ce dépassement de fonction, il est dans cet espace gauche un peu plus avancé, où il a plus de liberté offensive aussi, où il est un peu plus dans le dictage du tempo. Et puis, mais vraiment, ouais, au pressing, quelques récupérations de balles aussi pour maintenir l'intensité. Et ouais, franchement, il fait encore un gros match. Il aurait pu avoir un but. Il aurait pu avoir un but sur cette petite offrande de Gabriel Jesus. Ça aurait été vraiment beau. En plus, il la reprend peut-être pied droit. C'est peut-être pour ça qu'il la reprend un peu mal, mais franchement, ouais, il y avait moyen de le placer. Et puis, pour faire différemment de ce qu'Alexis a pu citer, Ramsdale aussi. J'ai bien aimé parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire. C'est toujours relou pour un gardien de ne pas avoir grand-chose à faire sur un match. Et justement, quand il avait quelque chose à faire, il a eu 2 arrêts à faire, 2 arrêts décisifs à faire, la tête de Mitrovic. Et puis en fin de match, je ne sais pas si c'est encore Mitrovic qui vient encore l'embêter, mais il fait 2 gros arrêts, il fait 2 belles claquettes et ça nous sauve en vrai le match. Hein. Typiquement, si on prend le but du 2-2 à la fin, c'est considéré un peu comme une défaite aujourd'hui. On va pas se mentir. C'est clair. Il y a Edgar qui me dit pressé qu'il mettait un parpaing dans la lucarne, mais oui, t'inquiète pas, Manchester United, c'est la semaine prochaine. On connaît la spéciale face à Derrea. On a hâte. Bah, moi, du coup, c'est un peu pareil. Moi, le seul que je rajouterais, du coup, c'est Benjamin White, pardon, faut que j'arrête. Qui s'habitue à vitesse grand V à son poste de latéral droit, hein, vraiment, où t'as moins l'impression que c'est un défenseur désonné ou même un milieu de terrain qui est un peu défensif. Mais là, de plus en plus, il s'aventure aux côtés de Saka, il va déborder, il va repiquer axialement. Ouais. En fait, il fait ce que Tomiyasu faisait avec brio l'année dernière, et c'est pour ça que, à mon avis, Saka, aujourd'hui, il a aussi bien joué. C'est parce qu'il y avait White qui était derrière lui pour couvrir les espaces, pour lui proposer des solutions, pour occuper les défenseurs. Et ouais, j'ai beaucoup aimé son match, notamment, par exemple, la passe vers Saka, où son 1v1 en première mi-temps, c'est White qui l'a fait avec un écran de Jesus. Donc ouais, White, vraiment là, il est vraiment très bon à ce poste. Je pense que ça nous apporte une polyvalence tactique qui est vraiment extraordinaire. Et puis en plus, ça fait plaisir de le voir bon, vu comment les détracteurs lui ont craché dessus à la moindre opportunité. Ouais. Dès qu'il sort un gros match, de toute façon, on va le pointer du doigt rien que pour ça. Et pour les flops, j'ai vu tout à l'heure que ça parlait vite fait de Tierney, on en a parlé, mais il y a aussi El Neni, que j'ai vu beaucoup de gens critiquer El Neni. Moi, je n'étais pas forcément d'accord, je pense qu'il nous avait beaucoup aidé à la récupération pendant une grande partie du match. Alors oui, à la relance, c'est toujours pas un grand joueur, hein, mais bon. Après il a fait son boulot et c'est lui qui nous a permis justement de relancer rapidement, c'est lui qui nous a permis de mettre Odegaard dans des bonnes dispositions. Et si tu as un joueur comme ça qui fait le boulot défensivement, qui empêche les contres dangereux et qui permet à ton meneur de jeu de briller, bah, c'était un bon milieu de terrain, quoi. Non, et puis ouais, tu l'as dit, hein, il y a cette double lecture, il faut prendre en compte que El Neni, il a ses caractéristiques à lui et qu'on peut pas demander plus que ça. De toute façon, sur la fin de saison, l'an dernier, quand il était titulaire, on avait bien vu que le match contre Chelsea, c'était pas non plus lui qui faisait toutes les passes vers l'avant. Il est là en fait pour récupérer le ballon, le recycler, et aujourd'hui en fait c'était notamment Saliba d'aller toucher un peu plus les attaquants en fait sur la ligne arrière, je pense. Typiquement c'était ça. Et puis comme tu as dit, White qui a progressé aussi aux côtés de Saka. Mais El Neni, voilà, tu peux pas lui demander, tu peux pas lui demander typiquement de faire la même chose qu'un Xhaka ou autre. Donc non, il a brillé dans son rôle à lui. Il a essayé de faire tampon par rapport aux quelques contre-attaques adverses. Et puis voilà, il recycle le ballon comme ouais, puis je pense que les gens, ils sont beaucoup marqués par sa pauvreté technique, on va dire, en tout cas son manque d'ambition technique. Mais je pense qu'il sous-estime un petit peu à quel point son intensité physique, par contre, nous apporte vraiment énormément au milieu du terrain. Dans le sens où tu as un joueur qui est toujours là à courir, à ratisser, bah, ça te motive en tant que défenseur à faire de même. Et ça te motive aussi en tant que milieu de terrain offensif à faire de même, quoi.
Et vraiment, c'est le genre de mec qui va te catalyser un gros pressing à lui tout seul, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Alors oui, quand tu as plus de possession, je pense que Zinki pourrait prendre sa place sans trop de soucis. Et je pense que Zinki, il a aussi l'intensité physique, mais voilà. El Neni, c'est quand même un bon joueur. Et bon, on est les premiers à lui crier dessus quand il fait des mauvais matchs, mais là j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait un mauvais match. Enfin, c'est un peu comme Martinelli ou Saka par exemple, il n'a pas eu beaucoup de réussite, mais en même temps, ouais, c'est ça. C'est la double lecture. Hein. Quand tu as mouillé le maillot, tu sens que tu es là, tu es investi dans le projet, dans le système qui est mis en place, il n'y a pas vraiment de raison de se plaindre, quoi. C'est notre Kanté, ouais, bah Kanté quand même, il y a un degré de maîtrise technique qui est un peu haut chez Kanté, hein. On va pas se mentir. Légèrement. Et Hugo, toi, il nous dit il n'y a pas de réel flop, mais effectivement, ça correspond avec ça. Hein. Finalement, l'équipe a été plutôt complète dans tous les postes. On aurait pu tirer sur Gabriel s'il n'y avait pas eu cette égalisation à la limite à la fin de match, mais voilà, finalement, l'équipe répond bien, tous les joueurs répondent bien, à leur manière. Et puis on espère que ça va durer comme ça. Et contre Aston Villa, en fait, on espère aussi voir dérouler et pas tomber. J'espère juste qu'on ne tombera pas en fait dans ce travers du faux rythme qu'on avait fait un tout petit peu en fin de première période. Ça, c'était un peu relou de juste faire tourner la balle et pas forcément tenter quelque chose de plus. Et puis espérer aussi que leur gardien ne sera pas aussi chanceux que Leno qui a arrêté tous les ballons alors qu'on lui tirait dessus. Mais je trouve que c'est aussi un peu relou aussi. La montagne, comme disait Jean-Luc Haribard, qui s'est délecté de ses frappes qui étaient pourtant sur lui, mais bon. À la fin, il nous la remet quand même. C'est lui qui romme dans Saliba, qui capote un peu le truc. Vraiment. Ça rappelle. Ouais, je crois que c'était un but peut-être contre Wolverhampton. Il offre un but comme ça. Il me semble qu'il fait une sortie comme ça. Il se fait plaquer un peu et finalement, il y a un but derrière. Franchement, je pensais que la VAR allait refuser. Franchement, j'y croyais pas une seule seconde que ça allait être validé. Ils ont checké une main, hein, ouais, quand aussi, même. Ouais, c'est absurde. Ouais, non, mais c'est absurde. Toujours. Mais de toute façon, depuis le but de Socrates avec Chambers qui se fait malmener dans la surface et le but est annulé, j'ai perdu confiance à la VAR, quoi. Mais ouais, moi je pense que pour conclure sur ce match, moi ce que je trouve super intéressant aussi en début de saison, c'est que ça fait 4 matchs et 4 matchs où on se dit qu'en fait le score final, il est flatteur pour l'équipe adverse, quoi. Parce que là, 2-1 pour Fulham, à mon avis, tu joues 15 fois le match, il y a plus souvent du 3-0 pour Arsenal, voire 4-0 pour Arsenal, que du 2-1 pour Arsenal, quoi. C'est pareil contre Bournemouth où je pense qu'on aurait pu en planter 5, pareil contre Leicester où je pense que les 2 buts ils sont un peu offerts aussi, en tout cas il y en a un qui est offert. Donc c'est fait plaisir de se dire qu'en fait là, ouais, on n'est vraiment pas on n'est pas en sur-régime du tout, quoi. On gagne tous nos matchs et pourtant on en a encore sous la pédale. Et ça c'est quand même plaisir de se dire que l'avenir est radieux à ce sens-là. Et oui, il faut s'attendre bien sûr à des entraves sur le chemin et peut-être qu'on va se faire maraver par Manchester United la semaine prochaine, hein, ça serait pas la première fois, mais en tout cas je pense que l'équipe va dans la bonne direction et ça fait vraiment plaisir, quoi. Manchester, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné 1-0 aujourd'hui contre Southampton. J'ai pas vu le contenu du match. Je sais pas si c'était sur la même lignée que ce qu'ils ont proposé face à Liverpool. Ouais, ils ont eu une chance comme pas possible contre Liverpool. Mais Liverpool était... C'est vrai. Après, Liverpool n'était pas forcément non plus dans un La dernière fois que j'ai vu Liverpool aussi mauvais, c'est quand on a gagné contre eux à l'époque où Sané avec Nelson et Lacazette qui marquent. Vraiment, c'était... Van Dijk a toujours fait désastreux. Mais ouais, ils ont pas de système de jeu, hein, très clairement. De toute façon, il a pas les joueurs pour faire son système Ten Hag. De toute façon, on est au même niveau que Arteta quand il a pris l'équipe. Ça m'étonnerait pas qu'il revienne avec un 3-5-2 ou je sais pas quoi. 3-5-2 qui a assez de joueurs, non, 3-5. Ouais. De toute façon, la prochaine étape, c'est quand même Aston Villa d'abord. Donc, c'est vrai, mais ça. Confirmer encore une fois contre Aston Villa et puis on aura notre Manchester, je crois que c'est le 4 septembre. Donc, il y a Forza Juve qui nous dit qu'on est favori numéro 1 pour le titre. C'est aussi ça, la raison pour laquelle. Enfin, j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure qui disait qu'il faut qu'on confirme contre les gros, etc. Mais personnellement, moi, c'est même pas vraiment ma priorité cette saison. Alors, j'aimerais bien qu'on tape City pour une fois. Très honnêtement, surtout avec ce qu'on a vu en janvier, j'aimerais bien qu'on les tape une fois. Ouais. Mais alors, pour moi, voilà, l'objectif de la saison, c'est le top 4, c'est pas le titre du tout. Et c'est pour ça que si on gagne contre les équipes contre qui on doit gagner, et si on perd contre les gros, pour moi, c'est pas dramatique. Ça veut dire qu'on revient un petit peu là où on était il y a 10 ans. Et ça veut dire la Ligue des Champions et on peut regrandir et refaire évoluer le projet. Voilà, pour moi on joue clairement pas le titre et si on finit par jouer le titre tant mieux, mais c'est pas ça l'objectif et voilà, faut pas non plus mettre tant d'ambition je pense dans l'équipe. Après on est qu'à la 4ème journée en fait, c'est ça, on parle de titre, la 4ème journée on est trop ambitieux. En fait on est trop hypé mais c'est normal, tu vois l'équipe elle fonctionne bien, on marque 11 buts en 4 matchs, on fait des matchs plutôt complets, on revient sur un scénario comme celui-ci où on perd 1-0, il reste une demi-heure de jeu à peu près. Les joueurs, ils ont de l'envie. Le coach, il a de l'envie. Vraiment, en fait, dans une spirale ultra positive. Et donc là, c'est normal que tout le monde
hyper confiants, etc., qu'on nous parle de titres, mais effectivement, faut attendre parce qu'effectivement, rien ne nous dit qu'en fait, à la 10e journée, on sera toujours à cette première place, à cette deuxième place. Prenons match par match, comme dirait le. Exactement. Gagner les gros chez nous, dit, là, je suis d'accord sur ça, en tout cas. Pas se faire taper par Liverpool. Ça serait bien au moins d'accrocher les matchs nuls parce que ça commence à devenir un petit peu lassant, ces histoires-là. Ouais, et puis même arrêter de prendre des vraies valises, tu vois, genre des 5-1, des 4-1, des 5-0, ça c'est fini, tu vois, maintenant. Ouais, Jesus a marqué versus City, ça je suis assez d'accord, et je pense que Haaland, par contre, il va se faire bouffer par Gabriel. Saliba, il va le mettre dans sa poche, il n'y aura aucun souci. Famous last words. Mon Resso, c'est ma petite frustration. J'aimerais le voir marquer davantage. Je suis tellement frustré. Il apporte tellement à cette équipe et il mériterait d'avoir. Ouais, t'as envie qu'il soit récompensé. Là, la frappe qui rate, qui peut mettre Lucarne ou même Petit Filet, il la met dans les bras de Leno. Voilà, il méritait de la mettre au fond. C'est vraiment dommage parce que il mérite d'être à 5-6 buts déjà en 4 journées. Tellement il apporte. Moi, je t'avoue que cette frappe, je pensais qu'elle était dedans. Là, c'est 2 buts. Au moment où il a frappé, je me suis dit c'est bon, et puis j'ai vu c'est un arrêt. Ok. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, on sait très bien qu'il est venu aussi pour délivrer, faire le jeu. Il a même dit lui-même en interview, mais c'est vrai que j'espère qu'il va avoir au moins les 15-20 buts, toutes compétitions confondues, quoi. Ouais. Non, ouais, on verra bien, mais ouais, effectivement, on aimerait bien qu'il soit un peu plus récompensé niveau statistique. Bon, là, c'est 2 buts, 3 passes décisives, donc ça va peut-être se décompter au fur et à mesure, mais ouais, effectivement, il a ce rôle un peu hybride aussi de soutenir l'attaque, etc., d'aller faire le pressing quand il court comme un dératé à chaque fois. C'est pas quelque chose qu'on aurait vu avec Lacazette qui était en déambulateur à la 30e minute, tu vois. Donc, on verra. Mais ouais, voilà. Lydia, je sais pas si vous vouliez rajouter autre chose sur ce débrief, si vous aviez peut-être. En fait, je trouve qu'on pourrait parler de Mercato, mais pour être honnête, on n'a pas vraiment de rumeurs tangibles et pas vraiment de rumeurs concrètes à se mettre sous la dent. Là, on sait qu'il y a Pedro Neto, mais en même temps, apparemment, la rumeur. Bah, juste parler peut-être du prêt de PP aussi. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait en parler vu que techniquement il est parti, mais c'est triste, mais on le savait. On l'avait tous dit avant le début du mercato que c'était un des projets, il fallait que Pépé parte, pour lui et pour nous, quoi, qu'à un moment donné, il faut savoir dire au revoir. Et c'est triste, hein, on se souviendra des bons moments, on se souviendra pas des mauvais moments. De toute façon, vu le peu qu'il a joué la saison dernière, c'est un peu compliqué de se souvenir de bons moments directement. Mais ouais, c'est un peu triste et j'espère qu'il va dérouler la saison prochaine à Nice et j'espère qu'il va faire remonter sa cote sur le marché en tout cas pour qu'on puisse le revendre sereinement un an de contrat. Ouais, c'est ça le projet. C'est ça le projet. Alexis, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, mais niveau mercato, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose au final à se mettre sous la dent. Moi, ça m'étonnerait même pas qu'on recrute personne. J'ai l'impression qu'Arteta, il est vraiment, et c'est une super logique, je trouve, mais de recruter uniquement les bons joueurs et de pas prendre des joueurs par défaut. Donc, c'est s'ils peuvent vraiment apporter quelque chose à l'effectif, une vraie plus-value, ils le recrutent, sinon non. Et en ce sens, ça m'étonnerait pas du tout qu'on finisse que ce mercato en fait terminé. Et voilà, honnêtement, je ne vois pas chez Tillmans. Plus j'y pense, plus je regarde les matchs. En plus, toi, Loïc, qui a regardé Chelsea, je trouvais sa prestation assez fade. Et en fait, Tillmans, j'ai du mal depuis l'an dernier. Et déjà, physiquement, il avait un peu de mal, etc. Et je me dis, dans un système où justement, tu as besoin de peut-être courir aux côtés de. Après, je sais pas, typiquement, je pense que s'il venait, ce serait aussi pour remplacer au fur et à mesure Xhaka, tu vois. Donc, il serait dans ce rôle-là. Et j'ai peur peut-être que dans les efforts que Arteta peut demander, ça soit peut-être trop pour lui, la marge, elle soit pas assez, elle soit trop haute pour lui. Je sais pas, après, typiquement, c'est une analyse que je fais comme ça, tu vois. Donc, il y a un dernier article de The Athletic, là, qui un journaliste affilié à Leicester là, qui a sorti un article qui précisait que Leicester en voulait 35 millions pour ce mercato. Ça a vraiment été confirmé, donc pour moi, il n'y a aucune chance qu'on fasse ce joueur. Neto, ça pourrait être difficile aussi, hein, globalement. Donc, ouais, et puis comme tu l'as bien dit, tu vois, par exemple, on a crié un petit peu sur Edu en janvier dernier en disant voilà, si on avait recruté, peut-être qu'on aurait fait le top 4. D'un autre côté, voilà, les objectifs ils sont fixés, si on les atteint, on les atteint, et tant pis si nous on voudrait gagner la Ligue des Champions maintenant, c'est aussi notre rôle en tant que fan, mais c'est aussi leur rôle en tant que direction, comme dirigeant de savoir temporiser, savoir prendre le temps de prendre son temps, quoi. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi que ça vaut le temps de temporiser, de voir un petit peu, je vois que par exemple des jeunes, nous dit Yves, bon pour Smith Rowe en l'occurrence, je suis pas sûr que ce soit encore un jeune, mais en tout cas de voir un peu ce que l'académie a à produire, s'il y a encore un ou deux qui peuvent rentrer dans l'effectif, et puis pas recruter des joueurs juste pour recruter des joueurs, pas faire comme Manchester United est en train de faire actuellement, quoi. Quand tu vois que ça passe de Rabiot à Casemiro, tu te dis ouais, il y a un petit problème en termes de scouting là quand même, les gars, quoi.
et on est favori pour l'Europa ou pas, bah les gars, joue à vu FIFA, là-bas. les équipes qui risquent de descendre de Ligue des Champions, c'est toujours un peu les favoris malheureusement. Après nous, vu comment on était proche de Ligue des Champions et qu'on a un niveau similaire, je pense qu'on peut se dire que en dessous d'une demi-finale, ce serait inacceptable. Après voilà, on rêve d'une victoire européenne, on rêve d'un trophée comme ça, donc bon. Ah, le but quand même, c'est de faire un parcours Ouais. hein, cette année. On va pas se mentir, si on est éliminé en huitième ou en quart, c'est ultra problématique avec l'effectif qu'on a, même avec, en fait, même avec l'équipe B, typiquement, même avec les changements qu'on va avoir à faire, etc., pour essayer de jouer aussi en coupe et puis en championnat. Il faut que, comme tu as dit, il faut qu'au moins on aille en demi-finale. Et franchement, c'est Et perdre le contre grand minimum. l'Olympiakos ou Villarreal, bien Franchement, entendu. la finale, elle n'est pas. La classique. Aïe, aïe, aïe. N'en parle pas. Des mauvais souvenirs. Envie de chialer, putain. Et juste avant de partir, du coup, il y a Forza Juve qui disait est-ce que tu veux qu'on parle de Tavares rapidement? Tavares, bon, il a été beaucoup assassiné par les fans d'Arsenal l'année dernière, mais nous, globalement, dans le compte, on est plutôt positif avec lui. Enfin, sauf Lounès. Lounès déteste Tavares. Mais globalement, le reste, nous qui sommes un petit peu plus modérés. Tavares, bah, c'est un peu le côté Martinelli aussi. En fait, beaucoup de qualité technique, beaucoup de qualité athlétique et très très peu de QI football. Mais moi, je continue à penser que le QI football, c'est quelque chose qui s'acquiert et qu'il vaut mieux avoir les deux premiers et apprendre le troisième que de manquer de qualité athlétique ou technique à cet âge-là. Donc je pense qu'il y a un joueur potentiel là, après à voir s'il confirme et s'il arrête d'être aussi débile au fil des années. Mais en tout cas, je pense qu'il va vous faire plaisir, il va vous faire vibrer à certains moments, de toute façon il l'a déjà fait. Et on espère qu'il vous fera vibrer notamment dans un fameux match contre les Spurs en Ligue des Champions. Parce que là, la frappe en lucarne, ça ferait vraiment très plaisir, quoi. Ah, ça va lui faire du bien, je pense, le prêt à Marseille. Surtout qu'en plus, tu vois, Marseille, au niveau du supporterisme, je pense que s'il fait une ou deux erreurs, il va comprendre rapidement que il va se faire Non, cambrioler t'inquiète, une il ou sera deux pas fois. cambriolé, il y a Kolasinac avec lui. Il ne fera pas deux fois la passe. C'est vrai. Le garde du corps. Non, mais je pense que ça lui fera du bien. Ouais. Le prêt, moi, je voulais justement un prêt pour lui et je suis content qu'il puisse avoir ce prêt-là, il va pouvoir enfin jouer correctement avec un vrai temps de jeu. Il est dans un grand club en Ligue 1, etc. Donc j'espère qu'il fera une bonne saison, qu'il pourra revenir. Et puis après, on verra ce qui se passera en fait côté gauche avec Tierney parce que typiquement, si Nuno confirme et step up au niveau physique, au niveau QI football, comme tu l'as dit, dans la hiérarchie, bah, il va y avoir des changements. Il y aura des changements. Ouais, c'est À que voir. positif, hein. C'est que positif ce transfert. Ouais, C'est ça. il va sans doute gagner en plus-value. C'est un joueur qu'on a acheté 8 millions. S'il faut le revendre, on fera une belle plus-value. Sinon, il sera back Clairement. de Zinchenko et on vendra Tierney 60 Real. patates à Manchester City. Ouais, au Real. Mais non, franchement, ce transfert de Nuno, c'est vraiment que positif. Donc, les Marseillais vont être contents. Puis finalement, il y a Yves qui parle de Patino. Effectivement, Patino, c'est dommage qu'il se soit blessé pour un mois. Heureusement que c'est que un mois. Mais ouais, les premiers matchs, c'était quand même vraiment de la grosse qualité. Et je pense qu'il va prendre la succession de El Neni dans l'effectif d'ici un an ou deux, quoi. Ouais, il est vraiment extra ce joueur, hein. Franchement, j'ai regardé quelques petits bouts, enfin les petits highlights qu'on voit pas sur YouTube, mais sur Twitter, mais il régale vraiment et ça, c'est de la D2 quand même, Blackpool. Donc c'est quand même un vrai bon niveau. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et petite pensée à mon petit Brook, Norton Cuffy, qui a été prêté en D2. Ouais. Donc pas titulaire cette année, tant pis, mais peut-être l'année Mais ouais, il prochaine. viendra pas Viendra. pour joueur aussi. Hein. Donc là, pour le coup, c'est pour ça. Notre académie a du talent et je pense qu'il ne faut pas se soucier du futur. Je veux dire, là, on est à un stade où on se soucie pas du présent, on se soucie pas du futur. Ça devient presque lassant d'être fan d'Arsenal. Heureusement que moi j'ai Saint-Etienne sur le côté pour me distraire parce que sinon, qu'est-ce que je m'ennuierais actuellement. Ouais. Des bons choix de vie comme ça. Les trajets sont reposés entre les deux clubs là, c'est dur. Ça Hein. fait plaisir. C'est dur. Bah, sur ce, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Hein. Ouais, clairement, bah ouais, typiquement là, on a fait le débrief du match, on a parlé un peu mercato, donc ouais, ça fait plaisir. On espère potentiellement se revoir. Normalement, pour Aston Villa, c'est et puis confirmé. aussi Après après, United, ça. on vous redira sur le coup. Mais Aston C'est Villa, c'est confirmé. mercredi, ouais. Vu que je serai disponible, j'espère que je serai accompagné. Mais en tout cas, moi, je serai là. Il n'y a pas de souci. Non, bah ouais, mercredi. et puis, ouais, On sait quand. c'est mercredi, ouais. En Et on semaine, espère voir Vieira marquer Donc, un petit but pour son premier match. ouais. Ah, ça serait cool, même voir un peu de rotation, peut-être Smith Rowe rentrer, même juste rentrer en jeu, pas être forcément titulaire, mais rentrer en jeu et avoir un peu de temps de jeu parce que je pense pas qu'on l'ait vu sur les premiers matchs, ou alors j'ai une mémoire horrible. J'ai pas l'impression qu'il soit rentré en jeu sur les tout premiers matchs de la saison.
Mais ouais, avoir Aston Villa, ça va être encore c'est toujours une équipe chiante aussi à jouer. En vrai, de toute façon, toutes les équipes de PL sont reloues à jouer. Donc confirmer, faire une 5e victoire. Et puis, on sera aussi content de débriefer avec vous ce mercredi soir. Et puis, pour ceux qui sont toujours là, n'hésitez pas à vous abonner. Et on mettra la rediff sur YouTube très prochainement. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, on a notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller checker ça. Et en dehors des débriefs, il y aura des petites vidéos qui vont pop. Il y a des petits projets qui arrivent. Donc, si vous voulez voir tout ça, ça sera. Juste, il y a Forza Juve qui dit étant suisse, Chaka, vous en pensez quoi? Déjà, je trouve que tu as un profil très complet Forza Juve et je voulais te poser la question. Du coup, Alexis, toi qui as des cheveux, tu penses quoi de Holding? Bonne soirée les gars. Désolé, on va pas parler de Chaka maintenant. On a beaucoup parlé de Chaka. Je pense que ça fait un petit moment et puis là, ça fait 1 heure qu'on est dessus, mais. Il fait la rediff. On en a parlé, on a et puis on en a plein des rediffs. Je crois même qu'il y a des temps forts ouais, sur Twitch qui parlent de Chaka, un peu animés. Je pense que c'est animé par Nicolas notamment. Ça te donnera une vision pas forcément juste du personnage, mais bref, on est content de sa bonne forme. Et sur ce, on est content de la bonne forme de Arsenal. Et ça fait plaisir d'être avec vous, de débriefer tous ensemble. Et on vous dit à mercredi soir, du coup. Passez un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Ouais. Et on espère la défaite des Spurs demain. Salut l'équipe. Ouais. Salut.